Bonjour à tous. Sur cette vidéo, je vais parler de la place. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je vais l'aborder maintenant d'une façon un peu différente. Mais c'est primordial pour la compréhension, c'est-à-dire que cette série de vidéos, c'est pour aider des personnes qui veulent comprendre, les personnes qui sont entre guillemets nées en captivité et qui vont établir un dialogue, donc un langage avec l'extérieur, d'une certaine façon, par rapport à une situation dans laquelle ils sont nés. Euh, j'ai commencé mon éveil à l'âge de 33 ans. J'étais donc en CEP. On va dire que c'était le CEP de l'éveil. Et l'amie avec laquelle j'entreprends un travail, elle me donne un livre. C'était un livre sur le triangle dramatique. Et j'arrive pas à absorber les choses, je n'arrive pas à les comprendre, je n'arrive pas à véritablement décortiquer. C'était trop tôt. Et je lui dis, là, j'y arrive pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourtant, j'avais enregistré certains mécanismes, mais c'était beaucoup trop tôt. Alors elle me dit, c'est pas grave, c'est trop tôt, tu le lis, et puis tu verras ça plus tard. Cet éveil dans lequel j'étais, pour ma part, je fonctionne d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai besoin de rassembler un puzzle, et cette pièce du puzzle, qui est le triangle dramatique, je ne sais pas où le mettre. Et plus tard, je saurai où le mettre. Donc parfois, quand vous regardez mes vidéos, c'est trop tôt, c'est des choses qui peuvent ne pas vous concerner. Et il y a un temps pour chaque chose. Quand je vous dis que j'étais en CP, ça veut dire que je démarre mon éveil et je ne comprends pas ce monde. Je ne comprends pas ces mécanismes, je n'arrive pas à être en harmonie avec ce monde, je ne le comprends pas. Je me dis que ça pourrait être autrement, mais je ne comprends pas. Je suis dans l'instinct. Donc moi, quand je fais des vidéos, je m'adresse à des personnes qui sont en CP jusqu'en terminale, avec une classe aussi de haut potentiel. Il y en a pour qui une vidéo, c'est l'équivalent de manger un gâteau d'anniversaire, tout seul. Et puis pour d'autres, c'est l'impression de manger une cacahuète et puis on s'ennuie un petit peu. Donc faire des vidéos, ce n'est pas facile, d'autant plus que je ne suis pas professeur. Mais je vais faire mon maximum dans cette série pour que vous qui soyez en contact d'une victime de la perversion narcissique qui est née, entre guillemets, donc je le répète, en captivité, pour qui la création d'un nouveau dialogue avec le monde est nécessaire pour survivre, pour exister un minimum, quoi. On va inventer une sorte de personnage à l'extérieur. C'est quelque chose que j'ai vécu. Donc je vais vous partager de mes émotions, de mes sensations, et comment j'amordais le monde à l'extérieur. Parce que vous êtes tous, en réalité, des êtres avec une identité particulière. Vous allez naître dans un environnement qui va permettre que cette identité soit aimée, acceptée, accueillie, et d'autres non. Il se retrouve donc dans l'obligation de créer un nouveau langage avec l'extérieur. Pour parler d'émotions, vous prenez par exemple, j'espère que vous êtes nombreux à avoir le permis et à conduire, vous êtes à 110, c'est limité à 110. Il y a un radar. Moi je circule beaucoup à moto, donc j'ai un petit peu de hauteur et je vois vraiment tout ce qui se passe. Tout le monde est à 110, tout se passe bien, il y a un radar et vous avez quelques personnes qui se mettent à piler. Elles reçoivent une émotion, elles reçoivent une angoisse très puissante. Elles sont dans un langage avec ce qui se passe à l'extérieur. Et là, elles pilent, elles ont peur de la sanction, elles ont peur de l'injustice, elles ont peur de tout un tas de choses. Et là, elles se retrouvent à être à 110, à piler à 90. Vous êtes nombreux à avoir vu ce phénomène. Les personnes sont angoissées. Ils véhiculent beaucoup de messages autour de personnes qui ont été sanctionnées durement alors qu'elles n'avaient qu'un kilomètre/heure de trop, etc. Mais on voit bien qu'il y a une nécessité de contrôle. On contrôle en permanence les choses. Et la victime de la perversion narcissique, c'est la même chose. Elle est en permanence en train de contrôler tout ce qui se passe, de se contrôler, d'essayer de contrôler l'extérieur. Et vous avez donc des personnes avec des attitudes qui sont parfois déconcertantes. Et j'étais déconcertant. J'ai passé 25 ans avec une femme et je me contrôlais, je n'étais pas moi-même. Tu fais beaucoup de bruit, tu es beaucoup dans des phases de séduction, tu es dans un rapport comme ça et essayer toujours de contrôler l'extérieur parce que depuis ta naissance, on n'a pas accepté ton identité, on a voulu te donner une autre place. Cette vidéo concerne la place. Donc on va développer sur tous les aspects de la place. Parce que cette place doit être tenue en famille, cette place doit être tenue en entreprise, en politique, etc. À chaque fois, nous avons une place. Et autour de cette place, nous avons des responsabilités. Mais c'est vrai que dans notre société, on est très appauvri d'un point de vue psychologie, etc. D'un point de vue des sciences.
On a transformé les sciences en magie pour certains dogmes. Donc les gens ne sont pas à leur place. Donc la victime qui naît en captivité n'arrive pas à exprimer à l'extérieur ce qu'elle est parce qu'elle n'est pas accueillie en tant que telle. Et on va créer un dialogue avec elle, sa famille souvent, va créer un dialogue pour l'obliger à être autre chose. Par exemple, un phénomène que j'ai beaucoup vu en famille, c'est le père qui ne tient pas sa place. La mère, elle a un rôle, le père a un rôle. Et le père, par exemple, il a du recul sur la relation que peut avoir la mère avec l'enfant. Il voit ce qui se passe. Il est là pour intervenir. Il est là pour dire non, ne fais pas ça avec l'enfant, par exemple. Mais c'est pareil pour la mère, avec le père. Et souvent, ce rôle n'est pas tenu. Pour vous donner un exemple de l'origine de ce phénomène, vous allez avoir une mère qui va choisir un homme qu'elle n'aime pas forcément de trop. Donc elle ne risque pas de souffrir, elle peut le combattre, elle peut le castrer. Cet homme qui a peur de perdre sa femme, qui a peur d'avoir des disputes, va laisser faire la mère avec l'enfant. La mère va se sociabiliser avec l'enfant. L'enfant va devenir la nourriture. Il va vouloir être aimé, on va établir un chantage affectif, on va établir toutes sortes de choses. On va faire perdre confiance lui faire perdre sa confiance en soi. On va, par exemple, insister sur les échecs. Ah, mais là, t'es nul, ça, t'as pas fait ça comme ça. Et on est en permanence en train de lui dire ce qu'il doit faire, l'enfant. Cet enfant, au bout d'un moment, ne va plus avoir confiance en ses propres pensées, en ses propres initiatives. Et il va commencer à dépendre de plus en plus de l'adulte qui le manipule. Mais vous voyez bien qu'à l'origine, vous avez le rapport entre l'enfant et la mère, mais qu'à la base, il y avait un rôle pour le père d'établir un équilibre entre la mère et l'enfant. Et ça, on va empêcher que cette chose se réalise. Et dans les deux sens, ça peut marcher dans les deux sens. Donc l'enfant, lui, va commencer à établir un dialogue avec l'extérieur en fonction de la situation extérieure. Ce qui se passe dans ces mécanismes, vous les retrouvez dans la nature avec les animaux. J'ai remis des animaux dans leur milieu naturel, qui sont nés en captivité. Vous voyez que le dialogue avec l'extérieur c'est à peu près les mêmes mécanismes. Il faut réintroduire la personne dans son milieu naturel, lui rendre son autonomie, son indépendance intellectuelle, parce qu'il y a dans cette relation une aliénation qui se fait entre l'individu qui est victime et son entourage. Il est aliéné. Il pense que pour avoir une existence valable, il doit être aimé de ceux qui le manipulent. Et il va dépenser donc une énergie phénoménale. Et pour vous qui êtes en couple des fois, qui le vivez comme moi je l'ai vécu, la personne qui est dans cet état, elle est déconcertante. Il ne s'agit non pas donc de maintenir la personne dans cette condition en la jugeant en permanence, parce qu'elle essaie de contrôler les apparences, elle n'est pas elle-même, et elle passe son temps en fin de compte à reproduire et à remettre en place des mécanismes qu'elle a vécus dans sa famille, elle va les remettre en place dans sa propre famille, elle va s'épuiser. Et il y en a beaucoup pour qui ça finit très mal. Donc il ne faut pas juger la personne, il faut l'observer, essayer de comprendre ses mécanismes. Pourquoi pas regarder ses vidéos quand vous êtes en couple, mais pour ça aussi, il faut être dans l'acceptation. Accepter qu'en effet, je ne suis pas moi-même, je ne suis pas authentique. Pourquoi je ne le suis pas? Pourquoi je n'arrive pas à être authentique? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher le contrôle? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise? À vivre aussi les instants présents? À ne pas être habité en permanence? Ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour être aimé? Et je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de ma mère biologique. On vit dans un environnement scientifique. Et quand tu as besoin de quelque chose, il va t'arriver des choses dont tu as besoin. Elles sont là. Tu vas chercher les choses dont tu as besoin en fonction de ton état d'esprit et en fonction de ce que tu crois que tu as besoin. Tu crois que tu as besoin de séduire ceux qui te font courir depuis ta naissance. Alors tu vas chercher dans cet environnement des choses en fonction de cet état dans lequel tu es. Tu n'es pas en train de chercher des choses dont tu as véritablement besoin. Et quand tu as véritablement besoin de quelque chose et que ça t'arrive, tu vas l'utiliser de la mauvaise façon. Les mécanismes scientifiques dans lesquels nous sommes ne sont pas si complexes que ça. Par exemple, vous prenez une fleur.
La fleur reçoit la chaleur, enfin l'énergie du soleil, sa sève chauffe, elle monte en pression, la fleur s'ouvre et une abeille va venir. Mais si tu es en plastique, si tu n'es pas authentique, tu vas attirer des mauvaises choses ou tu ne vas pas attirer véritablement ce que tu as besoin. Et je vais aller plus loin, vous allez me comprendre. En quelque sorte, j'ai envie de dire que la victime de la perversion narcissique est une fleur en plastique, elle n'est pas authentique. Elle n'est pas authentique avec l'extérieur. Donc elle empêche les choses d'arriver. Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut certes arriver des choses négatives, mais un très grand nombre de choses positives que vous ne verrez pas parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous lancez à l'extérieur un message faux, et alors il vous arrive des choses en fonction de ce message. Ou alors il vous arrive que les gens ne vous comprennent pas. Vous allez souvent fuir les personnes qui pourraient vous aider véritablement parce que vous passez tellement en permanence un faux message à l'extérieur, vous avez peur d'être découvert dans vos souffrances, dans vos incompréhensions. Vous vous protégez. Vous avez déjà suffisamment été critiqué, jugé, maltraité. Alors à l'extérieur, vous donnez une autre image de vous-même. Donc c'est fonction de cette image que des choses vont vous arriver. Par exemple, moi j'étais très séducteur, j'avais besoin de séduire. J'étais en permanence dans une relation de séduction avec l'extérieur. N'étant pas accepté comme je suis réellement, qui je suis réellement, j'avais besoin de me rééquilibrer psychiquement et j'établissais en permanence un dialogue, un langage avec l'extérieur pour séduire. Je voulais que l'extérieur m'aime, m'accueille, etc. C'est de la prostitution, tu t'épuises, tu te fatigues. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc j'ai ma mère biologique qui est sous l'emprise de sa mère, ma grand-mère biologique. Elle est véritablement sous son emprise. Elle n'est pas aimée telle qu'elle est, et elle est dans un chantage permanent, elle est critiquée, on lui dit ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Elle a donc un besoin. Elle a besoin que quelque chose lui arrive pour la sortir de cette situation. Elle est dans la séduction, elle est très séductrice, et elle est très manipulatrice. J'ai envie de dire qu'à cette époque qu'elle a vécue, que je vais vous raconter, elle n'était pas perverse narcissique. C'est un petit peu, vous savez, comme Dark Vador, c'est une bascule dans le côté obscur de la force. Et à un moment donné, tu vas devenir pervers, tu vas commencer à apprécier de manipuler, tu vas ressentir un pouvoir qui te permet d'agir sur les choses et de t'établir une vie et un équilibre. Et tu vas complètement basculer dans le côté obscur. C'est comme ça que tu vas apprendre à vivre, c'est le dialogue que tu vas instaurer avec l'extérieur. Tu vas basculer dans le côté obscur. Donc ma mère, elle a besoin, son besoin, c'est de sortir de ce schéma familial, de construire sa vie, de vivre pour elle-même et d'abandonner tout ça. Et il va lui arriver ce qu'elle a besoin. Elle va rencontrer mon père biologique qui ne tourne pas très rond et qui est lui aussi victime de sa mère à lui. Mais lui, il a une plus grande force. Il décide de se libérer de sa mère. Il rencontre la mienne. Il veut créer une famille avec elle. Vous voyez bien qu'il lui arrive quelque chose de positif à ma mère biologique. Elle rencontre enfin un homme qui veut vivre sa vie, qui vit à peu près les mêmes phénomènes. C'est pour ça que je vous parlais du roi David et de Bethsabée. C'est-à-dire qu'on a deux êtres qui sont attirés l'un par l'autre, mais ils sont aussi attirés par les besoins. Nous n'allons pas les uns vers les autres par hasard. Nous n'avons pas toujours des discussions par hasard. Nous ne mettons en place des choses pas que par hasard. Il y a parfois, vous remettez en place quelque chose et vous attendez que votre interlocuteur vous dise quelque chose qui va vous libérer d'une situation ou d'un mécanisme. On essaie de se comprendre des fois simplement dans nos dialogues, on ne sait pas pourquoi. On va vers une personne, on ne sait pas pourquoi. Mais instinctivement, on va vers une personne qui va nous apporter un éveil, une solution au travers d'une simple discussion. C'est comme l'abeille et la fleur. Il se passe tout un tas de mécanismes, mais la victime les bloque. Donc elle trouve cet homme qui peut l'aider enfin à passer à autre chose, mais ne comprenant pas tous ces mécanismes qui en fin de compte ne sont pas si compliqués que ça, au lieu de prendre cet homme pour réaliser sa vie et s'éloigner de sa famille, et instaurer un nouveau dialogue, ne comprenant pas ce qui se passe, elle va demander à l'homme, non, on ne va pas s'éloigner, toi, tu vas te rapprocher de ma famille, et tu vas devoir être comme moi, tu vas tout faire pour être aimé toi aussi de ma mère, de mes frères, de mes sœurs, etc. Mais il ne sera à jamais qu'une pièce rapportée.
puisque les personnes qui vous manipulent ne s'intéressent pas à votre vie. Donc, au lieu de s'éloigner, elle rend la vie de son couple impossible, parce qu'en permanence, il faut aller chez les beaux-parents. Et mon père, pour lui, c'est insupportable. Il dit, je veux bien aller chez tes beaux-parents, mais on ne va pas y aller tout le temps. Et elle veut apporter de la nourriture à sa mère, elle veut être aimée par sa mère. Alors, il commence à y avoir des problèmes, quoi. Et lui, ce père, il ne veut pas se prostituer. Mais s'il ne se prostitue pas, on commence à avoir des réflexions, des choses comme ça, et on commence à agir sur le couple. Alors ma mère se dit, bon, puisqu'elle est dans un dialogue particulier avec sa mère, on va faire des enfants. Et comme cette grand-mère n'a jamais eu de petits-enfants, ce sera les premiers petits-enfants, et on va enfin m'aimer. On va enfin me regarder autrement, et puis me regarder peut-être en tant que femme, etc. Je vais pouvoir établir un nouveau dialogue avec ma mère. Ma mère se dit ça. Je vais pouvoir établir un nouveau dialogue puisque je vais avoir des enfants. Il y a une nouvelle pièce. J'ajoute une nouvelle pièce dans cet échiquier, et ça va être les enfants. Mais les enfants, ils s'en foutent. Donc les enfants, ça va être encore plus de responsabilité. Et comme ils s'en foutent, du coup, ma mère se fout de ses enfants puisqu'ils ne leur apportent rien dans ce système dans lequel elle se retrouve. Elle veut créer quelque chose, réaliser quelque chose qui la délivre. Mais les enfants, elle les a fait pour ça. Mais tout le monde se fout des enfants. Tout le monde se foutait de moi, tout le monde se foutait de mon frère. Alors, elle va établir à nouveau le même langage avec ses enfants. Et ben moi, je m'en fous de vous puisque vous ne m'apportez rien. Et ça l'épuise, les enfants, c'est des responsabilités. Il faut leur donner de l'amour. Mais bien souvent, la victime de la perversion narcissique n'est pas capable de compassion et d'amour. Elle est épuisée à essayer d'en recevoir d'un certain endroit et pas des autres. Vous voyez, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place et personne n'est à sa place. Donc la place est hyper importante. Par exemple, dans l'entreprise, j'ai vu souvent le chef d'équipe qui n'est pas à sa place. Il ne tient pas sa place. Et vous allez avoir dans les salariés, dont il a la responsabilité, des meneurs obscurs, ou un meneur obscur en général. C'est quelqu'un avec une forte personnalité. Vous, si vous êtes le supérieur hiérarchique, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les choses ne se réalisent pas comme vous voudriez. Il y a toujours un problème, il y a toujours des discussions, vous avez l'impression que c'est des discussions inutiles, on tourne en rond. Vous allez dire le chef d'équipe est manipulateur, c'est un pervers, etc. Vous avez ce sentiment. En réalité, il est en train de vivre un problème très important avec un salarié. Il ne sait pas comment faire pour que chacun se retrouve à sa place. Et il se crée des difficultés, etc. Alors qu'il y a un phénomène qui est là. Et les victimes de la perversion narcissique, c'est ça. Il y a une forme de similitude avec le pervers narcissique, mais ça n'a rien à voir. La victime cherche des solutions, elle cherche à s'en sortir, elle survit. Pour moi, le véritable pervers narcissique, lui, il jouit de tout ça. Il ne veut pas s'en sortir. Il veut une réussite au travers des manipulations. Il jouit, il ressent une émotion positive de vous manipuler, de vous détruire. La victime, elle est perdue, elle. Et elle ressemble des fois étrangement au pervers narcissique. Mais forcément, il y a ces facettes, parce que je l'expliquais, il y a un damier, il y a un certain nombre de facettes noires, de facettes blanches. Et bien ces facettes commencent à noircir de plus en plus. Elles commencent à établir avec l'extérieur donc un dialogue de manipulation et de contrôle de l'extérieur. Donc la victime, souvent, va dépenser une énorme énergie à essayer de sauver les apparences. C'est très dur pour elle de dire « je vais prendre chaque point négatif de mon attitude et la changer ». C'est presque comme si c'était une part intégrante de son identité qu'elle ne comprend pas. Détruire son identité, c'est mourir. Et puis, on n'a pas le sentiment, quand on est victime, pour vous parler de mon point de vue, que ce qui peut déconner en vous peut être changé. On a déjà suffisamment souffert, quoi. On nous a déjà suffisamment remis en question. Et on a peur d'aller encore remettre soi-même des choses en question. On a besoin, en fin de compte, de petites réussites. On a besoin d'être aimé à l'extérieur. On a besoin d'être dans en quelque sorte un autre environnement. Mais pas qu'on continue encore à nous critiquer, change ci, ça va pas, etc. Donc on est comme un animal en cage. On est là, on n'est pas bien. Cette cage devient une forme de sanctuaire. On va essayer d'aménager des choses pour pouvoir y vivre. Et de cette cage, on va essayer de créer un dialogue avec l'extérieur
complètement autre que celui que nous aurions dû avoir initialement. Mais pour ça, il faut être aimé et accueilli par l'extérieur. Donc si vous vivez par exemple en couple avec une victime de la perversion narcissique, vous allez avoir un certain nombre de comportements étranges qui peuvent vous faire penser que la victime est en réalité un pervers narcissique, mais pas forcément. C'est pas facile de faire cette différence. À vous de ressentir cette lumière qu'il peut y avoir à l'intérieur chez la personne, cette envie de s'en sortir parfois, ressentir tout cet épuisement, toutes ces discussions pour rien, tous ces malentendus. Souvent des malentendus, et t'arrives pas, elle fuit, elle se cache. Et la victime de la perversion narcissique a besoin que vous ayez du recul, de la hauteur. Elle a besoin d'un amour inconditionnel. Elle a besoin qu'il soit mis en avant un certain nombre de petites réussites en permanence. Donc ce que je dis, c'est valable si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez un salarié qui est comme ça. Ne le jugez pas, ne le cassez pas, ne lui mentez pas, ne mettez pas en valeur des choses qui n'ont pas besoin d'être mises en valeur. Soyez honnête, mais s'il y a des choses à mettre en valeur, mettez-les en valeur. Et faites-le, entre guillemets, vivre dans un environnement qui l'accueille tel qu'il est, pour le laisser aller peu à peu vers ce qu'il est véritablement. Ces vidéos, c'est pour ça que je les fais. C'est véritablement pour vous comprendre vous-même, ou comprendre la personne. Si vous avez un enfant qui a un père pervers ou une mère perverse, essayez de comprendre comment il établit ce dialogue avec l'extérieur. C'est très compliqué. Ces vidéos, c'est que pour vous-même qui êtes victime, qui êtes né donc, qui êtes ceux qui souffraient le plus, vous puissiez me comprendre et voir que j'ai changé, que c'est possible de changer. Ça fait mal, ça fait peur. On a très peur. Vous allez avoir beaucoup de peur. Il faut accepter ça. Quel rapport que j'ai avec l'extérieur? Quel langage j'ai établi avec l'extérieur? Et je peux le changer. Mais ça fait très peur. À partir du moment où vous irez vers plus d'authenticité, pour pouvoir être authentique, vous mettrez en place des personnes peu à peu qui vous acceptent tel que vous êtes authentique. Pour vous donner un exemple, c'est ce faux David que j'étais, puisqu'en fait il y avait deux David, c'est comme ça qu'en tout cas que moi j'ai réagi. Il y a deux personnes, on a l'impression de dialoguer avec deux personnes. Il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui ne va pas. Pour pouvoir devenir authentique, il m'a fallu donc un certain chemin. Mais il m'a fallu aussi des personnes. Et avec les personnes qui étaient capables de m'accepter authentique, j'avais le même comportement qu'avec ceux qui n'étaient pas capables de m'accepter. Pour vous dire le dialogue que j'avais établi avec l'extérieur, je voulais tout contrôler. Je ne voulais pas qu'on me découvre dans mes souffrances et dans mes défaillances. Je ne voulais pas me montrer faible. Parce que je savais qu'à chaque fois que je me montrais faible, j'étais sanctionné. J'étais le type dans sa bagnole qui arrive au radar, il est à 110, il ne dépasse pas la vitesse, il se fait flasher, quoi. Tu es complètement psycho, quoi. Alors tu vas descendre à 90, tu te contrôles en permanence, tu redescends. Tu n'es pas en train de monter, t'exprimer, tu es en train de redescendre, te cacher. Et un jour, donc, j'ai commencé à changer. Donc j'ai vu ceux qui étaient capables de m'accepter authentique continuer à m'accepter et m'aimer même davantage. M'aimant davantage, la compassion s'installe, l'amour s'installe. Tu es capable de dire je t'aime, tu prends les gens dans tes bras. Tu as beaucoup moins peur d'aimer, tu as beaucoup moins peur de tes émotions. On a très peur de ces émotions, on a très peur de tout un tas de choses. On est très angoissé en réalité quand on est dans le contexte de la perversion narcissique, quand on est en captivité. J'ai donc pu commencer peu à peu à établir un nouveau dialogue. Je me suis isolé de ma famille, je me suis isolé d'eux. Et j'ai vécu par exemple le même phénomène, j'avais expliqué dans une vidéo, qu'on m'avait donné un œuf de canard, je ne savais pas ce que c'était, j'ai dit je l'ai donné à une poule, il est né un petit canard colvert, très puissant, qui n'était pas à sa place. Il avait des comportements complètement inappropriés dans la basse-cour. Alors j'étais pas là en train de lui dire t'es mauvais, t'es ci, t'es ça, mais par contre la basse-cour lui disait. Il se faisait sans arrêt tabasser par les poules, etc. Et il disait ton comportement ça va pas. Et lui voulait se reproduire avec les poules. Il est né en captivité. Alors je l'ai isolé des poules et je lui ai donné une femelle colvert. La femelle colvert parle bien le même langage, c'est la même race. Ben non. La femelle colvert essayait de le séduire et lui tabassait la femelle colvert. Il dit non, je te connais pas, moi je suis une poule. Et il lui disait ça à la femelle. Il a fallu donc que je l'isole des poules complètement pour que la partie physiologique prenne le dessus. Bah oui, j'ai envie d'avoir des relations sexuelles, j'ai envie de me reproduire, mais il n'y a plus de poules. Puis il y a une canne qui est là. Alors il commence à s'intéresser un peu à la canne. Et peu à peu, il établit un langage avec la canne. Je les isole de l'humain un petit peu, je mets en place un certain nombre de choses.
À la fin, je me retrouve avec 24 colverts que je vais réintroduire dans la nature. Vous voyez bien qu'il a établi un langage avec la poule particulier. Il n'était pas à sa place, il a fallu l'isoler. Je m'isole donc des personnes qui sont très toxiques pour moi. On n'est pas forcé de s'isoler complètement de sa famille, parce qu'il y a des familles qui vous manipulent parce qu'elles ont besoin de s'équilibrer. Elles vous donnent donc une autre place. C'est juste pour s'équilibrer, mais elles ne sont pas forcément dans le cadre de la perversion narcissique, ce n'est pas forcément des tueurs. Il va falloir imposer tout doucement une nouvelle relation, mais parfois c'est nécessaire de couper les ponts. Moi j'ai coupé les ponts. C'est un choix personnel. Et ça fait très peur aussi. Il y a l'autonomie, on verra un très grand nombre de sujets, parce que quand on regarde comme ça de l'extérieur la victime, on pourrait dire ouais t'exagères, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Non. La personne, elle est dans un échiquier avec des personnes à certaines places. Il y en a qui leur apportent de la sécurité, il y en a qui leur apportent de l'affection. Tout ça est pour s'équilibrer psychiquement. De changer de place pour la victime, ça remet en cause l'échiquier. On a l'impression qu'on va s'effondrer, on va se perdre, comme si on allait mourir, quoi. Il y a une très grande peur qui est liée à l'autonomie. Donc ma mère biologique, qui elle, va manipuler son conjoint, va détruire son couple. Et elle va recommencer plusieurs fois comme ça, c'est épuisant. Bon, bah, ça n'a pas marché avec celui-là, il n'a pas réussi à séduire ma famille, il n'a pas réussi ceci, cela, il est mauvais, c'est toi qui es mauvais. Lui, tout compte fait, il se remet, ce père biologique, dans un contexte pervers, manipulateur, avec les mêmes problèmes qu'il avait dans sa famille. Personne là-dedans n'est à sa place. Et de conjoint en conjoint, donc l'environnement scientifique dans lequel nous sommes lui envoie systématiquement à ma mère un bon conjoint. Et un jour, je suis en train de discuter du second conjoint. Je suis chez ma grand-mère, et je commence à parler avec ma grand-mère de ce second conjoint qui s'appelle Jean-Yves et qui est un homme extraordinaire. Vraiment bien, quelqu'un de bien, un breton, qui quitte sa Bretagne, qui vient vivre à Paris, qui s'installe avec elle, qui est prêt à s'occuper de ses 2 enfants. Il s'en occupe comme un père. Il était comme un père pour moi, un homme bon. Ben pareil, tu vas te prostituer, tu vas aller dans ma famille, tu vas devoir être aimé. Et dans cette discussion, ma grand-mère commence à dire du mal de lui. Oui, mais attention, Jean-Yves. Et là, je dis non. Ça a été l'une des dernières discussions que j'ai eues avec ma grand-mère. Je lui dis, moi, j'étais là et je l'ai vu. Je l'ai vu. Ma grand-mère biologique protégeait les attitudes de ma mère pour qu'elle ne change pas. Il ne fallait pas remettre en question ses relations avec ses maris. Il fallait remettre en question le mari pour que ma mère ne change pas et qu'elle reste prisonnière. Alors on tape sur le conjoint. On tape sur la pièce rapportée. Comme ça, je te maintiens dans cette condition. On remettra toujours en question les conjoints, jamais elle par rapport au conjoint. Je ne veux pas qu'elle change d'attitude avec ses conjoints, comme ça je la maintiens. De conjoint en conjoint, elle s'épuise. Et un jour, elle trouve le conjoint handicapé, qui prend des médicaments, qui est toujours en train de trembler, qui n'est pas bien, et qui est complètement effacé et soumis. Et lui, il acceptera complètement la situation que lui propose ma mère biologique. Ils vont devenir tous les deux les esclaves de cette femme, de cette grand-mère. Elle est avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle a un certain caractère, elle a besoin d'autre chose. Elle a fini par se détruire complètement, jusqu'au jour même où elle a tellement de nœuds dans le cerveau qu'elle attrapera une tumeur du cerveau et elle devra se faire opérer. Est-ce que c'est lié à ça ou non? Moi, j'ai l'impression qu'elle avait un peu trop de nœuds dans le cerveau. J'ai vu les victimes, les personnes qui souffrent, non pas que de la perversion narcissique, vous avez souvent très mal à la nuque. Quand vous souffrez de quelque chose qui ne circule pas. Et alors j'entends tout et n'importe quoi. Ah, moi c'est pour ça que j'ai mal à la nuque, moi c'est pour ça, etc. Il y a donc, en plus, ça vous touche de façon physiologique, avec des problèmes de peau, des problèmes divers. Ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai souvent vu le cas. Ça agit. Si vous regardez les vidéos de David Lefrançois, les vidéos que j'avais postées, et d'autres personnes, on sait que la situation dans laquelle on vit, ce système vibratoire dans lequel on vit, peut agir jusqu'à notre ADN. Il peut y avoir des mécanismes comme ça qui se mettent en place. Donc vous voyez bien le rapport que peut avoir la personne par rapport à la place qu'elle tient, le rapport qu'elle peut établir avec l'extérieur. C'est pour bien insister et comprendre l'ensemble des vidéos que je vais faire sur ce langage particulier que nous avons avec l'extérieur. Quand vous commencerez de plus en plus à comprendre tout ça, quand vous arriverez dans une famille, vous serez capable de voir si les gens, les personnes tiennent leur place ou non.
On va commencer à s'élever comme ça. On va passer du CP et aller jusqu'à la terminale. Et c'est comme ça, par exemple, là où c'est intéressant, c'est que vous commencez à observer le monde d'une façon complètement différente. Vous prenez véritablement de la hauteur, de la compréhension, du recul. Cet ami avec qui j'entreprends ce travail à l'âge de 33 ans, lors d'une crise qui va me permettre de remettre en cause complètement mon comportement, mes attitudes, etc. Et vous voyez bien, cette personne, elle était là. Le monde m'a offert la solution était là. Simplement, il fallait que je la saisisse, cette solution. Cette femme qui m'a aidé. Cette femme qui m'a aidé me dira comme ça, David, puisqu'elle m'a connu à l'âge de 15 ans, puisque j'étais dans un orphelinat et elle travaillait dans cet orphelinat. Elle s'occupait des jeunes, elle était éducatrice, et elle suivait des cours à l'époque de psychologie. Et plus tard, elle me regardait, elle m'observait, elle avait tellement de recul, de hauteur, de connaissance, qu'elle m'a dit, je me demandais bien quel jour tu allais venir me voir. J'attendais que tu viennes me voir. Elle avait tellement donc de connaissances, de recul, de hauteur, qu'elle savait qu'un jour j'allais venir la voir. Elle me voyait dans mes attitudes épuisantes. Elle savait que j'allais m'effondrer un jour. Elle savait que je remettais en place des choses, etc. Et que je n'étais pas à ma place, que je n'étais pas moi-même, que je n'étais pas authentique. Simplement, cette femme, qui a énormément souffert, a été dans une forme de connexion avec le monde, une forme d'amour, et elle observait, elle ne jugeait pas, elle l'estimait. Et c'est de ça qu'ont besoin les victimes de la perversion narcissique. C'est d'un asile. Ils sont dans un sanctuaire, ils se protègent, ils sont dans leur cage, ils se protègent. Et pour sortir de cette cage, il faut ressentir à l'extérieur un sanctuaire, autre chose qu'un sanctuaire, mais une forme d'asile où tu es accueilli, aimé tel que tu es. Et là, tu vas pouvoir petit à petit faire des tentatives, des essais. Tu vas essayer d'être toi-même. Et tu vas pouvoir être toi-même puisque tu es bien accueilli. Mais si vous rentrez, vous, dans une relation conflictuelle avec la personne, je sais que toi, tu ne fonctionnes pas normalement, je sais que tu n'es pas autant, tu commences à la blesser. Alors c'est là qu'avec toutes les émotions, les sensations, les angoisses, vous allez exacerber les choses et vous allez tout anéantir. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Comme ça, si vous avez des enfants qui sont dans cette situation, un conjoint qui est dans cette situation, deux conjoints dans la même situation, que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe, prendre du recul, être dans l'acceptation, comprendre qu'il ne faut absolument pas et jamais se juger, mais s'estimer, estimer des situations et dialoguer. Et que chacun puisse trouver véritablement sa place. Vous êtes deux victimes, vous vivez ensemble, vous avez des enfants, faites attention de ne pas remettre en place les mêmes mécanismes. Vous allez vous épuiser, vous détruire, faire du mal aussi à vos enfants. J'ai vu des victimes qui sont dans la compréhension, un minimum de compréhension, mais qui malgré tout remettent certains mécanismes en place parce qu'ils n'ont pas encore assez avancé. Ils n'y arrivent pas et puis ils ont besoin de s'équilibrer psychiquement. Il faut bien comprendre qu'il y a un désir de s'équilibrer psychiquement. Et ça, tu le fais instinctivement. C'est ton cerveau qui décide des fois. Fais ci, fais ça, parce que tu vas t'effondrer. Ne vois pas ça. Quand on dit des fois c'est trop tôt pour comprendre quelque chose, c'est que c'est trop tôt aussi en termes de capacité à encaisser quelque chose, à encaisser ses erreurs, encaisser tout un tas de choses. Quand tu changes, quand tu réalises aussi le mal que tu as fait. Il faut l'encaisser, ce mal-là. Moi, j'ai fait du mal autour de moi. Je n'étais pas dans une quête de faire du mal, mais mes attitudes faisaient du mal. Et quand tu réalises que certaines attitudes ont fait du mal, tu reviens sur toutes les attitudes et toutes les personnes à qui tu as fait du mal, et il faut l'encaisser, ça. Il faut bien comprendre que derrière, il y a un tas d'enjeux. Encaisser que tu as fait du mal, c'est encore avoir une mauvaise image de toi-même. Alors qu'on a passé du temps à donner une mauvaise image de toi. T'en as marre, quoi. T'as pas envie de revenir sur tes mauvaises attitudes. T'as pas envie de revenir sur tes mauvaises relations que tu as actuellement. T'as pas envie de revenir, c'est trop, quoi. T'as déjà trop souffert. Alors, c'est cool, quoi. Faut vivre l'instant présent. Commencer à comprendre tout ça. Avoir des moments de repos, des moments pour vivre ces instants présents, se reposer, rechercher du bien-être, déculpabiliser sur certaines choses. Oui, il y a il faut rester équilibré psychiquement. Parce que moi, je vois des fois des personnes qui comprennent un peu, qui veulent agir sur l'autre, mais ils l'épuisent. Ouais, mais ça, tu fais ça, mais ça, tu fais ça. Tu ne mets en avant que les choses qui ne vont pas chez lui. Tu dois changer. Non, c'est cool. C'est cool.
Et si vous êtes en couple, c'est ne pas être forcément le psychologue de l'un et de l'autre, comprendre les mécanismes, un peu en parler, essayer de ne pas remettre des choses en place, et light, quoi, cool. J'ai envie de dire que les vidéos que je vais faire, c'est un petit peu comme des médicaments qu'on va donner sans ordonnance, quoi. Si vous partez dans tous les sens, vous voulez trop agir, etc., c'est pas bon. Le simple fait déjà de comprendre vous évitera à vous, qui êtes par exemple face à une personne qui est comme ça, que vous n'arrivez pas à comprendre, de ne pas accentuer le problème et de devenir pédagogue. Donc de prendre de la hauteur, du recul et de laisser les choses se faire tranquillement. Et d'offrir à cette personne un asile, un amour inconditionnel, de la patience. Mais il faut arriver à établir le dialogue. La création du dialogue, du premier dialogue, quand vous êtes face à cette situation, elle est très difficile. Parce que l'autre va se méfier de vous. Il va croire que vous voulez le mettre sous votre emprise, par exemple, si c'est un enfant. Il est déjà sous une emprise, il n'a pas besoin d'en avoir une autre. Il n'a pas besoin d'un gourou, pas besoin d'un chevalier qui va venir la sauver. Ou le sauver. Non, non, c'est d'autre chose qu'il y a besoin. Donc c'est pas évident. Donc je vous invite, quand vous êtes deux, à pourquoi pas regarder ces vidéos ensemble, puis méditer un petit peu dessus, ne pas avaler trop de choses d'un coup et essayer de changer trop de choses d'un coup. Ça nécessite beaucoup de temps. Ce sont des mécanismes à l'intérieur. Le temps, de toute façon, vous ne pouvez rien faire contre le temps. Il faut du temps. Donc vous prenez une vidéo, elle vous touche, vous ressentez des choses, vous pourriez changer des choses, et vous allez méditer sur cette vidéo, vous allez marcher, et vous allez faire un effort personnel, en vous protégeant, en continuant quand même un peu à vous protéger. Il ne faut pas se démolir. Réaliser certaines choses, ça fait beaucoup de mal parfois. Toujours être sensible à son état. Est-ce que celui-là, je suis capable d'entreprendre une réflexion, une compréhension? Est-ce que ce que je vis actuellement est favorable ou ça va continuer à m'anéantir, à me fatiguer davantage? Dans quelle situation je suis? Vous voyez, tout ça n'est pas simple du tout, c'est hyper complexe. Et ces vidéos, je les fais parce qu'il y a aussi une énorme incompréhension. On va très souvent stigmatiser les victimes de pervers narcissiques parce qu'ils ont des attitudes pervers. Mais je peux vous dire que souvent ceux qui stigmatisent, ils ont des belles casseroles. Ils ont de très belles casseroles, quoi. Ils sont très pauvres. C'est aussi cet environnement dans lequel je suis né. Une très très grande pauvreté. Et je ne parle pas que de la pauvreté financière. Donc si vous êtes aussi victime, ne vous laissez pas stigmatiser. Recherchez de l'amour, recherchez de la compréhension, recherchez de la sagesse. Et c'est dur parce que cette compréhension, cette sagesse vous fait peur. Vous avez peur qu'on vous découvre. Mais il va bien falloir se découvrir si vous voulez que les bonnes choses vous arrivent. C'est un exemple un peu bête que je vais vous donner. Je ne sais pas. C'est un petit peu comme si vous faites semblant d'être riche, alors que vous avez des problèmes financiers. Tous ceux qui auraient pu vous aider ne vous aideront pas puisque vous semblez riche. Vous présentez à l'extérieur, vous dialoguez avec l'extérieur avec des mensonges, des manipulations. Donc vos solutions ne viendront pas. Et quand les solutions viendront, vous aurez le contrôle sur la solution, vous la manipulerez parce que vous ne voulez pas qu'elle vous voie. C'est pas facile. Donc il faut commencer à établir un nouveau langage avec l'extérieur, commencer à être un peu plus authentique. Mon entourage connaît ma vie. Ils savent par où je suis passé. Et du coup, ils m'invitent tout le temps. Je ne suis pas une victime. Je n'ai pas ce rapport avec les autres. Je ne suis pas une victime. Simplement, quand ils m'observent, ils me comprennent maintenant. Ils se disent, par là où je suis passé, la majorité m'ont dit, moi à ta place, je serais mort. Donc j'établis maintenant un nouveau langage avec eux, mais je leur dis, attention, je ne suis pas une victime. Mais je leur parais plus sain, je leur parais être quelqu'un de compréhensif, je leur parais tout un tas de choses. Je leur parais, le suis-je vraiment? Moi, j'ai le sentiment que oui. Mais je n'ai autour de moi que plus que des personnes qui m'aiment tel que je suis. Et je ne vous raconte pas maintenant les difficultés pour ceux qui voudraient me changer, donner une mauvaise image de moi, qui voudraient me faire rechuter, qui voudraient que je me cache à nouveau. On a souvent peur aussi de rechuter alors qu'en réalité nous ne pouvons souvent pas plus rechuter. Nous sommes devenus trop forts. Et c'est vers là qu'il faut aller. Et vers aussi une paix avec ceux qui vous ont fait du mal. Ne plus être dans une relation de haine. Mais bien comprendre qu'eux, souvent, ont eu un chemin similaire, mais qu'ils se sont complètement perdus. Ça, c'est le summum de la réussite. Ne plus être dans la haine. Ne plus vouloir les détruire. C'est le summum de la réussite. Parce que tu es en paix. Tu es beaucoup plus en paix. Moi, il reste encore des petites choses à nettoyer.
Et voilà, voilà à peu près pour ce qui concerne la place. La place est très importante. Et si vous ne comprenez pas la place, si c'est trop tôt, revenez-y plus tard, que vous assimiliez bien les choses, que vous compreniez bien tous ces mécanismes autour de la place. Par exemple, aujourd'hui, pour ma part, si je regardais la politique, je dirais que M. François Hollande n'est pas à sa place. Vous voyez, il y a un certain nombre, je vois un certain nombre d'hommes politiques qui ne sont pas à leur place. Du coup, il en découle des problèmes, et je le vois parfaitement. Je le vois parfaitement, c'est une évidence, pour un certain nombre de raisons, que je ne vais pas expliquer ici. Mais on retrouve ce phénomène partout. Le phénomène de la place est hyper important. Voilà. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.